En 1969, l'homme s'apprête à marcher sur la Lune. De tout temps, la Lune a inspiré d'innombrables légendes. Ce corps céleste a fait l'objet de tous les mythes. Ce n'est qu'au XXe siècle, grâce au progrès de la technologie, que l'homme pourra réaliser un de ses vieux rêves, marcher sur la Lune. Pour que les astronautes puissent mener à bien leur expédition, il leur fallait des équipements capables de reproduire les conditions de la vie sur Terre. Ces équipements de survie leur étaient aussi indispensables que le vaisseau spatial dans lequel ils voyageaient. Des sommes énormes ont été engagées pour financer ce projet et près de 400 000 personnes ont participé à la préparation de ce moment historique. Les équipements de survie étaient bien adaptés. L'expédition s'est déroulée comme prévu. Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune, l'a bien dit. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ce voyage sur la Lune n'a duré que 2 jours, mais il a prouvé que l'homme pouvait vivre loin de la Terre, dans un autre environnement que le sien. L'histoire de la vie sur Terre, qui a commencé il y a 4 milliards d'années, est marquée par un autre pas de géant, au moins aussi impressionnant que l'exploit du premier homme marchant sur la Lune. Il y a 360 millions d'années, une créature s'est aventurée pour la première fois dans un monde qui lui était inconnu, la terre ferme. Cette créature était notre premier ancêtre terrestre, l'Ichthyostega. Pour un organisme né dans la mer, la terre ferme représentait un habitat inhospitalier, où il était quasiment impossible de survivre. Pourtant, l'Ichthyostega a surmonté tous les obstacles et a relevé ce défi. Le petit pas de cette créature a été un pas de géant pour la vie sur Terre. Ce premier pas avait été longuement préparé par la fascinante histoire de l'évolution des poissons qui durait depuis plus de 100 millions d'années. Il y a 3 milliards 800 millions d'années, la vie est apparue au cœur de l'océan et elle a continué à évoluer dans l'eau. Il y a 2 milliards d'années, apparaissaient les premières cellules vivantes qui utilisaient l'oxygène comme source d'énergie. 1 milliard d'années auparavant, certaines cellules se sont unies entre elles pour former des organismes primitifs. Progressivement, des êtres de forme et de taille variées ont surgi. De ces prototypes descendent tous les êtres qui vivent aujourd'hui sur la Terre. La vie prospérait dans la mer qui regorgeait de toutes sortes de substances dissoutes. Les continents existaient déjà, mais il n'y avait aucune forme de vie. À la différence de la mer où abondaient des êtres vivants, la Terre n'était qu'une étendue désolée. Il y a 500 millions d'années, la Terre a subi de violentes secousses. Les continents, qui étaient séparés, se sont rapprochés. À l'endroit où les continents entraient lentement en collision, la croûte terrestre se soulevait, formant d'énormes chaînes de montagnes aussi hautes que l'Himalaya. Les chaînes de montagnes faisaient barrière, stoppant les courants atmosphériques. Elles ont provoqué la formation de nuages, produisant un interminable déluge.
Cette pluie torrentielle a fini par creuser le flanc des montagnes et a créé de profondes vallées. De nombreux cours d'eau ont convergé pour former un fleuve aux proportions gigantesques, large de plusieurs centaines de kilomètres. C'est ainsi qu'est apparu sur notre planète un monde de fleuves, d'eau douce, qui n'était ni la mer, ni la terre. Le fleuve allait jouer un rôle essentiel dans la vie de nos ancêtres poissons avant qu'ils ne sortent pour occuper la terre ferme. Le poisson le plus ancien est apparu dans la mer à peu près à cette période, il y a plus de 400 millions d'années. C'était un poisson très primitif, qui n'avait pas de nageoire. C'était un animal peu mobile qui vivait au fond de la mer. Il se nourrissait de microbes qu'il trouvait dans les fonds boueux. À cette époque, les nautiloïdes dominaient les mers. Excellents nageurs, ils étaient équipés d'une coquille. Tout comme le calmar, le nautiloïde avait de puissantes mâchoires. Il nageait très vite, c'était un prédateur féroce. Le calmar est suffisamment vif pour capturer des poissons qu'il broie ensuite entre ses puissantes mâchoires. Les poissons minuscules, qui mesuraient à peine 10 cm de long, ne nageaient pas bien vite. Ils étaient des proies faciles pour les nautiloïdes. Le calmar, qui vit encore de nos jours, est un lointain parent du nautiloïde. Bien qu'il n'ait pas de coquille comme son ancêtre, il nage parfaitement bien en propulsant l'eau. Nos ancêtres poissons n'étaient pas en sécurité au fond de la mer. Le docteur Peter Douglas Ward, de l'Université de Washington, étudie les organismes anciens. Il pense que les poissons se sont risqués dans le nouveau monde fait d'eau douce pour échapper aux nautiloïdes. Il est certain que le poisson qui évoluait dans l'eau originelle faisait partie d'un monde où existait déjà beaucoup de prédateurs, beaucoup de concurrents. Dans ce type de situation, la solution classique consiste à changer de lieu et à poursuivre son évolution. Nous avons trouvé des preuves montrant que très vite, ils se sont dirigés vers l'eau douce ou l'eau saumâtre. À cette époque, très peu de créatures vivaient dans ces deux milieux. C'était une excellente façon d'échapper à leurs prédateurs. Ici, un large fleuve se jette dans l'océan. Le fleuve, où ils allaient pouvoir échapper aux attaques des nautiloïdes, devait sans aucun doute attirer les poissons. Mais il ne leur était pas facile d'entrer dans ce fleuve. À la différence de l'eau de mer qui contient une quantité constante de sel, l'eau douce n'en contient pratiquement pas. Pour les organismes qui vivent dans l'eau de mer, la différence de salinité provoque une mort rapide. La différence de salinité détruit les cellules, ces unités essentielles de la vie.
Cette paramécie s'est adaptée à la concentration en sel de l'eau de mer. Comment réagit-elle à de l'eau sans sel? La membrane se brise, l'unique cellule de la paramécie est détruite. L'eau douce pénètre dans la cellule à haute teneur en sel. Elle l'envahit, la fait gonfler, puis exploser. La différence de teneur en sel n'est pas un obstacle facile à surmonter pour les créatures marines. L'eau douce devait être un milieu favorable pour ces poissons, mais le danger était grand. S'aventurer dans le lit d'un fleuve pouvait entraîner la mort. La vallée de la mort en Californie. C'est une des régions les plus arides du monde. Mais il y a 400 millions d'années, il y avait ici un très grand fleuve de plus de 500 mètres de large qui se jetait dans la mer. « 60 millions d'années s'étaient écoulées entre ce moment où le poisson rentre dans le fleuve et l'apparition du premier poisson. Le chercheur qui a découvert ce fossile est le docteur David Elliott de l'Université d'Arizona. C'est un spécialiste des poissons anciens. C'est là qu'ont été découverts les fossiles du premier poisson qui s'est risqué à rentrer dans de l'eau douce. Ces sédiments sont formés par les tonnes de terre et de sable déposées jadis par le fleuve qui coulait dans la vallée de la mort. C'est dans ces couches de terre que le docteur Elliott a creusé. Ceci est un lingule de la période du bas dévonien, qui fait partie de la famille des brachiopodes, des animaux marins à coquilles bivalves, caractéristiques des milieux où se mêlent eau douce et eau de mer. Sa présence indique que ces sédiments viennent sûrement d'un estuaire et d'une zone où parvenait l'eau de mer. Le docteur Elliott a déterré un poisson fossile à l'endroit où ont été découverts les lingules. Ce poisson fossile est un ptéraspis. Quels sont les atouts qui permettent au ptéraspis de supporter les différences de teneur en sel ? Le ptéraspis mesure environ 20 cm de long. Sa tête est protégée par une solide structure osseuse et son corps par des écailles primitives. La cuirasse osseuse et les écailles empêchent l'eau de pénétrer dans son corps. De plus, le ptéraspis a acquis à l'intérieur de son corps un mécanisme qui compense les fluctuations de la salinité. Sa cuirasse et ses écailles empêchent l'eau de passer à travers sa peau, mais en respirant à l'aide de ses ouïes, il fait inévitablement pénétrer de l'eau dans son corps. Le mécanisme acquis par le ptéraspis venait du développement de son rein, qui est devenu une pompe puissante qui pouvait prélever dans le flux sanguin l'eau devenue excédentaire. C'est grâce à ce rein qu'il a réussi à surmonter la différence de teneur en sel. « 60 millions d'années après l'apparition du premier poisson, les ancêtres du ptéraspis se sont adaptés au cours des générations passées dans l'estuaire jusqu'à ce qu'ils puissent enfin rentrer dans l'eau douce. Au
terme de cette évolution, le ptéraspis a eu accès à un nouveau monde. Le docteur Elliott poursuit son étude sur cet animal qui s'est formidablement bien adapté à l'eau douce. Le ptéraspis avait une forme hydrodynamique comme les poissons d'aujourd'hui. Ce devait être un très bon nageur aux formes fuselées. Le docteur Elliott pense que ce fuselage est une adaptation au courant rapide du fleuve. De nombreux animaux ne peuvent supporter les fluctuations extrêmes de teneur en sel et les autres changements consécutifs au passage en eau douce. Seuls quelques-uns sont capables de s'adapter. Beaucoup de poissons ne parviennent pas à survivre dans ces conditions. Les afflux en eau douce peuvent tuer les poissons de mer qui vivent dans les baies. Cet estuaire était un milieu favorable pour les ptéraspis. Ils y étaient hors de portée des poissons plus évolués qui auraient pu être leurs prédateurs. L'endroit devait regorger d'éléments nutritifs. C'était un excellent territoire pour se nourrir. De la mer au fleuve, une nouvelle étape de la vie. À cette époque, la végétation a commencé à apparaître au bord de l'eau. Les algues ont proliféré dans l'estuaire avant de gagner la rivière qu'elles ont fini par envahir. Certaines de ces algues ont recouvert les rochers au fond de la rivière et les premières plantes adaptées à la vie aérienne ont déployé leurs tiges au-dessus de l'eau. Des micro-organismes et des petits animaux se sont rassemblés autour de ces plantes et ont servi de nourriture aux ptéraspis. Il n'y avait pas dans le fleuve de prédateurs menaçants comme les nautiloïdes. Le fleuve était bien un havre de paix et d'abondance. L'eau douce présentait également un environnement complexe qui n'existait pas dans la mer, des courants rapides et des chutes d'eau. Parfois, l'eau du fleuve formait des lacs ou des marécages. Les premiers poissons ont continué à évoluer dans cet habitat en adoptant diverses solutions. Miguasha, dans la péninsule de Gaspe, au nord-est du Canada. Il y a 400 millions d'années, cette région était située dans une zone tropicale sous l'équateur. Les fossiles des poissons qui vivaient à cette époque dans les rivières et les lacs sont maintenant enfouis dans le cirque de falaises qui domine le rivage. 22 types différents de poissons fossiles ont été découverts ici. Quand on les examine, on voit bien comment les poissons qui sont arrivés après le ptéraspis ont évolué dans l'eau douce. Ce poisson ressemble au ptéraspis. Sa tête était couverte d'une structure osseuse, mais il avait aussi deux petites nageoires pectorales pour brasser l'eau, et son corps plat était adapté au courant de la rivière. On pense qu'il se tenait au fond du fleuve, où il se nourrissait de végétaux et de micro-organismes. La tête de ce poisson ressemble par sa forme à une carapace de tortue, et une fine expansion évoquant une nageoire la prolonge vers l'arrière. Quelle était la fonction de cette fausse nageoire? Les scientifiques pensent que ce poisson s'en servait pour s'ancrer au fond du fleuve de façon à résister au courant. Des poissons carnivores dotés de mâchoires et de dents aiguisées sont eux aussi apparus.
Il n'y avait pas seulement des poissons de fond qui se nourrissaient de plantes et d'animaux microscopiques, d'autres qui devaient nager plus vite pour échapper à de nouvelles proies ont aussi commencé à évoluer. Les poissons qui avaient surmonté la différence de teneur en sel entre la mer et l'eau douce se sont mis à explorer d'autres possibilités dans leur nouveau milieu. Les couches sédimentaires hautes de 30 mètres qui forment les falaises de Miguacha portent, serties dans leur mémoire minérale, l'histoire de l'évolution des poissons pendant 20 millions d'années. On a déjà découvert ici plus de 50 espèces fossiles. Parmi elles, un poisson singulier différent de tous ceux que l'on connaissait déjà. C'est un poisson avec une épine osseuse devant la nageoire dorsale. Jusqu'alors, on avait découvert des poissons dotés de structures osseuses externes, mais aucun avec de véritables os à l'intérieur du corps. Le Chirolepis, la plus ancienne créature connue dotée d'un squelette interne fait d'os et non de cartilage. Elle est apparue il y a 390 millions d'années. Outre son squelette osseux, le Chirolepis avait aussi d'autres caractéristiques que l'on retrouve chez les poissons d'aujourd'hui. Pour mieux se diriger, il était équipé de 2 paires de nageoires, une pectorale et une pelvienne. Il avait aussi des mâchoires et des dents aiguisées pour saisir ses proies. En acquérant une vraie colonne vertébrale et d'autres os, le Chirolepis a pu développer des muscles qui lui permettaient de nager vite et en puissance. Il y avait aussi des poissons qui parvenaient à être de bons nageurs sans squelette osseux. Pourquoi cette charpente osseuse s'était-elle soudain développée? Cette question a longtemps intrigué le monde scientifique. Le docteur Malcolm S. Gordon de l'Université de Californie a étudié l'évolution des poissons d'un point de vue physiologique. Le docteur Gordon pense que l'os a joué un rôle bien plus important que celui de simple levier pour les muscles de la nage. L'os s'est développé pour servir de réservoir de calcium, de phosphate et d'autres minéraux présents dans l'os. Ainsi, l'organisme les a à sa disposition. Il s'agit surtout de calcium et de magnésium qui sont essentiels au bon fonctionnement des nerfs, du muscle cardiaque et de tous les autres muscles, les muscles du squelette et les muscles lisses. La concentration du fer ou de ces substances dans le sang est cruciale pour la survie et pour l'activité des animaux. En dehors de la différence de salinité, l'eau douce posait un autre problème. Elle ne contenait pas en quantité suffisante les minéraux essentiels au maintien de la vie. Par exemple, l'eau douce ne contient que 1/10 à 1/100 du calcium que renferme l'eau de mer. Voici des cellules musculaires qui font fonctionner le cœur. Comme chacune des cellules musculaires fonctionne à l'unisson avec les autres, le cœur peut pomper le sang à travers tout le corps. C'est le calcium qui régule ce fonctionnement. Quand les cellules musculaires sont placées dans une solution qui ne contient pas de calcium, elles cessent rapidement d'être animées. La vie s'arrêterait presque instantanément sans calcium. Le docteur Gordon pense que les os se sont développés à l'intérieur du corps pour compenser le manque de calcium dans l'eau. Le taux de calcium dans le fleuve fluctue sans cesse. Quand le taux de calcium est élevé, l'os emmagasine des réserves. Lorsque le taux est bas, l'os libère le calcium nécessaire que le milieu naturel ne fournit plus.
L'os a pour rôle de fournir un apport constant de calcium, quelles que soient les conditions extérieures. L'os, apparemment inerte, est en permanence réorganisé. En haut de l'écran se trouve la partie dure de l'os. Au-dessous, les éléments en mouvement sont des cellules qui détruisent l'os. L'os est dissous par ces cellules et le flux sanguin emporte le calcium dans toutes les parties du corps. Le calcium n'est pas le seul minéral emmagasiné dans l'os. L'analyse révèle que l'os contient du magnésium, du phosphate, du soufre, du zinc, du fer et d'autres éléments essentiels à la vie. Il se trouve que tous ces éléments existent dans l'eau de mer. La mer a donné naissance à la vie et lui a permis de se développer grâce aux précieuses substances qu'elle contient. En dehors de l'eau de mer, l'os sert de réservoir à ces substances. En se dotant d'un tel os, à l'intérieur même de son corps, le Chéroléphis a fabriqué un substitut à l'océan. La vie a inventé un procédé physique qui a permis au Chéroléphis de ne pas dépendre de la mer. Les poissons sans squelette osseux ont eu d'énormes problèmes pour survivre dans le fleuve pauvre en calcium. Certains sont quand même restés dans l'eau douce et d'autres sont retournés dans l'océan où ils étaient apparus. Mais de nombreuses espèces se sont éteintes. Leur aptitude à se doter ou non d'un squelette osseux a été déterminant pour les poissons. Et le Chéroléphis a continué à régner dans l'eau douce. Depuis, les descendants du Chéroléphis ont élargi leur territoire. Beaucoup sont retournés dans les océans. Aujourd'hui, il y a des poissons dans les mers et d'autres dans les rivières. Et tous ces poissons descendent du Chéroléphis et de ses parents, adaptés à l'eau douce. Et la colonne vertébrale que possèdent les créatures terrestres, dont les êtres humains, nous a été léguée par le Chéroléphis. La vie a évolué au rythme de l'environnement terrestre. C'est parce qu'il y avait désormais sur notre planète des rivières d'eau douce que la vie a inventé les mécanismes nécessaires à l'existence sur la Terre. Le fleuve a tout simplement servi de terrain d'essai. Pour vivre sur la terre ferme, il faut respirer de l'air. Il faut également posséder une structure osseuse assez solide pour soutenir le corps. L'environnement en eau douce a permis de faire exister des systèmes pour répondre à ce besoin vital. Les 4 nageoires du Chéroléphis ont été transmises aux poissons d'aujourd'hui. Et les poissons ont profité de ces nageoires pour rivaliser de vitesse. À l'époque où le Chéroléphis est apparu, un autre poisson a évolué, mais dans une toute autre direction. Very important for understanding the evolution of the vertebrates. It's in here. Le docteur Hans Behring du Muséum suédois d'histoire naturelle s'est intéressé à cette créature qui était un poisson, mais qui n'a pas évolué de la même façon que les autres.
Voici le fossile d'un poisson appelé Eusthenopteron. Comme le Chérolepis, l'Eusthenopteron avait une colonne vertébrale. Mais la structure de ses nageoires ne ressemblait pas du tout à celle du Chérolepis et des autres poissons. Sur chaque nageoire se trouvaient 7 lobes ou os en forme de doigts. Le docteur Bjering pense que l'Eusthenopteron est l'ancêtre le plus direct des animaux terrestres. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez là 5 doigts, tout comme nous avons 5 doigts. Et puis il y en a un ici et un autre là, ce qui fait 7 en tout. L'embryon humain, avant la naissance, compte lui aussi un doigt de plus en avant du pouce et un autre après le petit doigt. Là, ils sont encore sous la peau. Normalement, ils ne poussent pas. Si nous descendons d'une créature quelconque, c'est de celle-ci. Cela prouve que l'Eusthenopteron est lié à l'homme et à la plupart des vertébrés à 4 pattes. Vu de l'extérieur, l'Eusthenopteron a l'air d'un poisson ordinaire. Mais les poissons ordinaires n'ont pas un seul os dans leur nageoire. Pourquoi l'Eusthenopteron a-t-il des os si solides dans ses nageoires ? Les nageoires ont subi des modifications. L'animal rampait dans les herbes. Ce ne sont ni des bras ni des jambes, mais l'animal peut les utiliser comme des bras et des jambes. Des poissons de ce type vivent encore aujourd'hui. Je pense que certains de ces poissons vivaient au bord de l'eau, avec cette structure à l'intérieur. Ils ont utilisé ces bras et ces jambes pour atteindre la végétation sur la berge, où ils trouvaient peut-être des animaux morts dont ils auraient pu se nourrir. L'Eusthenopteron a d'abord vécu dans la végétation des lacs et des fleuves. Dans un tel environnement, selon le docteur Bjering, des nageoires puissantes capables de repousser l'épaisse végétation se sont montrées plus efficaces que de fines nageoires faites pour nager mieux et plus vite. L'Eusthenopteron se cachait dans les herbes en attendant de se lancer d'un coup sur sa proie. C'est parce que l'Eusthenopteron avait pour habitat le fond des rivières que s'est développée dans ses nageoires cette structure osseuse qui représente une étape essentielle pour l'évolution des animaux terrestres. Amérique du Sud, Amazonie, forêt tropicale et humide. C'est un paysage très semblable à celui dans lequel vivait l'Eusthenopteron. Des marécages sans fin le long des berges du fleuve Amazone. Des poissons étranges vivent dans la mangrove. On y trouve le périophthalme enfoui dans la vase. Il respire de l'air. Ce poisson n'a pas seulement des branchies, mais aussi des poumons pour assimiler l'air. Il y a souvent très peu d'oxygène dans l'eau sombre et boueuse. L'acquisition de poumons a permis au périophthalme d'assimiler l'oxygène que contient l'air quand il n'en trouvait pas assez dans l'eau. Le pourrissement au fond des lacs et des rivières dans lesquels vivait l'Eusthenopteron réduisait la teneur en oxygène. Les recherches du docteur Bjering et de ses collègues montrent que l'Eusthenopteron avait lui aussi des poumons pour assimiler l'oxygène de l'air. Cette forme de respiration existait donc déjà dans les rivières et les lacs envahis par la végétation. L'Eusthenopteron, qui sortait la tête de l'eau pour prendre un peu d'air frais,
pouvait apercevoir la terre ferme. Maintenant que la créature aquatique était équipée d'un rein, d'une structure osseuse et de poumons, la terre ferme était désormais à sa portée. La forêt d'Elgin, en Écosse. C'est ici que le premier animal à pattes, ou tétrapode, est apparu 10 millions d'années après le sténoptéron. Il y a bien longtemps, cette région était couverte de marécages, comme en Amazonie. Les recherches continuent à Elgin, sous la direction du docteur Per Erik Hallberg du Muséum d'histoire naturelle britannique. Le docteur Hallberg essaie de comprendre à quoi pouvait ressembler le plus ancien des tétrapodes, mais aussi comment et pourquoi ces nageoires sont devenues ses membres. On a découvert seulement 10 morceaux fossiles du corps de l'animal. Chacun de ces fossiles est analysé pour déterminer sa provenance exacte. Voici un fossile qui fait partie des vestiges de l'os d'une patte. Avec les morceaux retrouvés, on reconstitue une image de l'ensemble en se référant aux animaux que l'on connaît déjà. La taille et la forme du crâne peuvent être imaginées à partir de celle de l'os de la mâchoire. Une fois que l'on a déterminé la taille de la tête, on peut calculer la taille de l'animal. À partir des articulations de l'épaule et de l'os de la patte arrière, on obtient une estimation du volume du corps de l'animal. C'est ainsi qu'a été reconstitué le plus ancien des tétrapodes. Son corps, long de 1,50 m, ressemble un peu à celui de la salamandre géante du Japon. Est-ce qu'il a vraiment marché sur la terre ferme avec ses pattes? J'ai la conviction que les membres se sont développés parce que l'animal évoluait en eau peu profonde. Dans un milieu de ce type, des membres peuvent être bien plus efficaces que des nageoires, même s'il ne s'agit pas encore de se déplacer sur la terre ferme. Ces premiers tétrapodes, dotés de membres plutôt que de paires de nageoires, ont encore des branchies, des nageoires caudales et d'autres traits qui prouvent qu'ils étaient des animaux très aquatiques. Je ne crois pas que les membres soient apparus pour leur permettre d'évoluer sur la terre ferme. Ils ont dû y faire de courtes excursions, mais leurs membres leur servaient plutôt à se déplacer en eau peu profonde. Aujourd'hui, la salamandre géante du Japon possède elle aussi 4 membres, mais passe la plupart de son temps dans l'eau. En étudiant cet animal, nous avons pu constater que lorsqu'elle évolue en eau peu profonde, il lui est plus facile de marcher à l'aide de ses membres que de nager. La salamandre géante s'attaque aux poissons qu'elle attrape en un éclair. Même quand le courant de la rivière est très fort, elle plante fermement ses pattes au fond pour se déplacer. Les premiers tétrapodes se servaient de leurs 4 pattes pour se déplacer dans l'eau et non pas sur terre. Avec des pattes comme celle-ci, le poids du corps ne peut être supporté que grâce à la poussée de l'eau. Pour sortir de l'eau et affronter directement la gravité terrestre, il faut posséder une structure osseuse beaucoup plus vigoureuse.
Il y a quelques 360 millions d'années, la Terre était déjà recouverte d'une végétation luxuriante. Des arbres de plus de 10 mètres de haut, apparentés aux fougères actuelles, formaient des forêts géantes. De petits insectes vivaient dans les endroits sombres, dans les marécages et dans le sol. Mais les premiers tétrapodes étaient encore incapables de se déplacer sur la terre ferme. Pourtant, il ne leur manquait pas grand-chose. Il leur restait à surmonter un dernier obstacle, la pesanteur. Comment nos lointains ancêtres ont-ils réussi à résoudre le problème que leur posait la pesanteur? On a trouvé la réponse à cette question au Groenland. Voici l'Ichthyostega, une créature qui est apparue 10 millions d'années après les premiers tétrapodes. À en juger par la taille de son crâne, l'animal devait mesurer plus d'1 mètre de long. On voit clairement sa colonne vertébrale et ses pattes arrière. Il a des phalanges épaisses et une forte structure osseuse. C'est le docteur Erik Jarvik qui a découvert le fossile de l'Ichthyostega. En étudiant les fossiles des différentes parties du corps de l'animal, il est arrivé à la conclusion que l'Ichthyostega a été la première créature à marcher sur la terre ferme. Il a 4 pattes, 4 vraies pattes. Elles ont bien dû servir à quelque chose, à marcher. Les os des pattes sont forts, lourds. Et il y a ce corps pesant avec ses côtes épaisses. Je ne pense pas que cet animal pouvait courir bien vite. Pour en savoir plus sur la structure de l'Ichthyostega, nous avons demandé au docteur Naoki Suzuki de l'école de médecine de l'université de Jikei de l'analyser. Grâce à une nouvelle technique fondée sur l'utilisation des rayons X, l'analyse des restes fossiles du squelette de l'Ichthyostega a permis de reconstituer sa structure en 3 dimensions. L'étude montre que les pattes arrière de l'Ichthyostega étaient assez fortes pour porter un poids de 350 kg. Les membres et leurs articulations étaient conçus de manière à permettre à l'animal d'avancer et de reculer aisément. De plus, l'Ichthyostega est le premier animal à s'être doté d'une structure osseuse autour de la colonne vertébrale. En fait, c'est cette cage thoracique qui a vraiment ouvert la voie à l'existence des animaux terrestres. Alors que l'eau porte, la pesanteur qui s'exerce dans l'air oblige à protéger les organes vitaux, le cœur et les poumons. Les côtes peuvent supporter et protéger ces organes à tout moment, même lorsque l'animal est allongé. Avec ce nouveau système de protection que constituent les côtes, l'Ichthyostega dispose enfin d'un corps capable de supporter la pesanteur et de se mouvoir librement sur la terre ferme. Le Groenland, qui se situe aujourd'hui dans la région polaire, se trouvait il y a 360 millions d'années au niveau de l'équateur. L'Ichthyostega vivait à cette époque. Entre les rivières et les marécages, poussaient de luxuriantes forêts.
Il y a 360 millions d'années, le moment tant attendu était venu pour l'Ichthyostega. Il était équipé désormais pour s'aventurer sur la terre ferme. Depuis que les premiers poissons s'étaient risqués dans l'eau douce, environ 100 millions d'années s'étaient écoulées. Leur adaptation à ce nouveau milieu avait fait évoluer les divers systèmes physiques et avait stimulé l'apparition des structures nécessaires à la vie terrestre. Cette évolution n'a été possible que parce que les poissons qui tentaient de vivre dans les rivières et les lacs sont parvenus à surmonter un à un tous les obstacles qui se présentaient à eux. La patiente évolution de l'Ichthyostega lui a permis de se hisser sur la terre ferme où tout est plus lourd. À l'intérieur de son corps, dans ses os, l'Ichthyostega transportait un milieu semblable au milieu marin. De la mer au fleuve, du fleuve à la terre ferme, la vie qui depuis 100 millions d'années se développait hors du milieu marin avait enfin acquis les conditions nécessaires pour conquérir la Terre. Le premier pas de l'Ichthyostega sur la terre ferme marque le début de l'évolution des vertébrés terrestres. Amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, humains. Aujourd'hui, la vie abonde non seulement dans la mer, mais sur la terre ferme et dans le ciel. En se dotant d'une colonne vertébrale et en stockant à l'intérieur de leur corps les précieux apports venus de la mer, les animaux ont pu s'adapter à des milieux très divers sur la Terre. Le futur être humain, pendant sa vie embryonnaire, revit ce même processus de l'évolution qui a guidé la vie de la mer à la Terre. Pour le fœtus, le placenta est l'équivalent de l'océan nourricier. Très tôt, on voit apparaître des sortes de branchies. Les mains et les pieds vont se développer à partir de ces espèces de nageoires. Peu à peu, les nageoires se divisent pour former 5 doigts et des orteils distincts. Le cri du nouveau-né à la naissance est le premier signe de la respiration aérienne. Ce cri marque le moment où la vie surgit de l'océan utérin, émerge sur Terre. L'homme moderne, descendant de l'Ichthyostega, possède-t-il lui aussi cette force mystérieuse qui l'a poussé à défier l'inconnu? Les premiers pas des vertébrés terrestres nous ont démontré la puissance de la vie et la diversité des moyens qui lui permettent d'évoluer. Ils nous rappellent que toute vie est issue de l'océan nourricier.